République sortant, Issoufou Mahamadou, Messieurs les chefs d'État invités, Mesdames, Messieurs les chefs des délégations étrangères, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Niger, Leurs Altesses royales émirs du Nigeria, Mesdames, Messieurs les responsables des institutions de la République, Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, honorables chefs traditionnels et religieux, distingués invités à vos titres, rangs et grades, mes chers compatriotes. Permettez-moi, pour commencer, de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis à notre pays de vivre ce moment inédit à l'occasion duquel une passation de pouvoir à la tête de l'État a lieu entre deux civils élus au suffrage démocratique. Je voudrais ensuite remercier du fond du cœur tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les chefs de délégation des pays amis qui nous ont fait l'honneur de rehausser par leur présence l'éclat de la présente cérémonie. Leur présence à nos côtés, en dépit des très lourdes charges qui sont les leurs, témoigne de l'amitié sincère qu'ils ont pour le président Issoufou Mahamadou, ainsi que pour notre pays et son peuple. Je voudrais remercier toutes les personnes présentes à titre officiel, à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, les présidents des différentes institutions de la République, ainsi que toutes les autres autorités civiles et militaires, chefs traditionnels et religieux, dirigeants politiques et membres de la société civile pour leur présence remarquée. J'aimerais remercier mes amis venus de l'étranger, parfois de très loin, pour me soutenir en ces instants si particuliers pour moi, malgré les contraintes dues à la prévalence de la pandémie de la COVID-19. Le caractère diversifié de leur provenance, dont je suis très fier, est l'illustration que notre humanité n'est authentique que dans la mesure où elle s'élève à la fraternité universelle. Je remercie enfin tous mes compatriotes qui ont tenu à être là ce matin à titre personnel pour m'exprimer leur solidarité et je m'excuse auprès de tous ceux très nombreux qui auraient voulu être là mais qui n'ont pu le faire du fait de l'exécuté de la salle. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, c'est avec une réelle émotion que je prends la parole aujourd'hui, incapable que je suis, malgré la solennité de la circonstance, d'empêcher ma mémoire de remonter le temps et de voir défiler bien des souvenirs. L'un d'entre eux mérite particulièrement d'être évoqué. Il s'agit du souvenir de la rencontre que j'ai eue avec Mahamadou Issoufou le 1er août 1990 dans une maison du quartier Nouveau Marché de Niamey. La veille, nous nous étions vus rapidement pour la première fois de notre vie et nous étions alors convenus de nous revoir le lendemain pour une discussion politique. Cette rencontre, a priori banale, entre le directeur d'exploitation de la Société des mines de l'Aïr, Somaïr résident à Arlit, et un jeune professeur de philosophie du lycée Dampaskoré de Maradi, va pourtant donner naissance à un projet dont la présente cérémonie n'est pas le moindre aboutissement. Représentant chacun un groupe politique clandestin, nous avons en effet décidé ce jour-là de nous mettre ensemble
et de créer un parti politique. Moins de 5 mois plus tard, le 22 décembre 1990 plus précisément, nous porterons sur les fonds baptismaux le PNDS Tareya. Issoufou Mahamadou est désigné à sa tête comme secrétaire général. Si j'évoque ce souvenir, c'est pour mettre en relief cette espèce de disproportion qu'on ne peut pas ne pas percevoir entre la qualité, pour ainsi dire, des protagonistes de cette rencontre du 1er août 1990 et le fait bien réel que quelque chose du destin de notre pays s'y est tout de même joué. Au cours de cette année 1990, témoin d'un véritable printemps politique en Afrique, de tels projets furent légion au Niger, mais le nôtre aura incontestablement été le plus viable. Nous avons en effet eu le bonheur de créer un parti politique autour d'une vision basée sur des principes et des valeurs solides, portés par une direction profondément pénétrée par ces valeurs. Cette foi militante, propre à notre matrice idéologique et les valeurs qui lui sont consubstantielles, nous a mis à l'abri des maladies qui vont par la suite miner et ravager toutes les autres formations politiques de la place. Mais à la vérité, si nous avons eu cette fortune, c'est aussi et peut-être surtout parce que notre parti a bénéficié d'un leadership hors du commun. Le président Issoufou Mahamadou a en effet été un dirigeant exceptionnel, car il réunissait en lui de grandes qualités: droiture, loyauté, générosité, rigueur et patriotisme. Ces qualités ont servi de ciment pour maintenir la cohésion au sein de notre parti et lui assurer ainsi sa croissance progressive tout au long des 20 années au cours desquelles il l'a dirigé. Les mêmes qualités vont l'aider à mettre en œuvre un leadership remarquable à la tête de l'État en tant que président de la République depuis le 2 avril 2011, ce qui a permis à notre pays non seulement de faire honorablement face aux nombreux défis, notamment sécuritaires propres à notre sous-région, depuis les événements survenus en Libye en 2011, mais aussi d'avancer dans le sens du progrès économique et social. Mu par la même éthique, toute de rigueur, il vient, au terme de son dernier mandat, de respecter la Constitution, en acceptant de quitter le pouvoir de bonne grâce, tout en organisant des élections des plus transparentes, basées pour la première fois sur un fichier électoral biométrique. Pendant les 30 années que j'ai passées à ses côtés, à travers une relation de grande proximité, dans les épreuves comme dans les moments de calme, à l'opposition comme au pouvoir, Issoufou Mahamadou est toujours resté le même. Pendant ces 30 années de collaboration quasi quotidienne, je n'ai jamais perçu, même à travers un regard, si furtif soit-il, quelque chose d'un tant soit peu douteux à mon égard. Nous avons, lui et moi, en permanence, baigné dans une relation de confiance absolue. Comme dirigeant, il est désormais auréolé d'un grand prestige et le jury Mo Ibrahim, pour un leadership d'excellence en Afrique, ne s'y est pas trompé en en faisant son lauréat pour l'année 2020. Comme homme politique, comme homme tout court, et comme homme politique, Issoufou Mahamadou est digne de tous les hommages. Je voudrais le saluer et le féliciter chaleureusement tout en formant le vœu
Que Dieu le bénisse et bénisse sa famille. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, en prenant sa place, je n'ai que trop conscience de ce que sont mes défis. Gérer un État, c'est un défi. Le gérer après une personnalité de cette envergure, c'est un grand défi. Notre pays, par ailleurs, de par sa situation géographique, n'a pas que des atouts, il faut le dire. Son enclavement est un vrai handicap. Le port le plus proche de Niamey, qui est celui de Cotonou au Bénin, est en effet à 1000 km de Niamey. Notre pays, plus saharien que sahélien, est de surcroît très vaste. Son climat aride a passablement souffert ces dernières décennies des changements climatiques entraînant des sécheresses sévères et récurrentes, mais aussi paradoxalement de plus en plus des inondations tout aussi catastrophiques qu'imprévisibles. De façon conjoncturelle, il se trouve depuis quelques années en plein cœur de la zone affectée par l'insécurité sévissant dans l'espace sahélo-saharien. Riverain du lac Tchad, il fait face au défi de Boko Haram. Voisin de la Libye, il est affecté par le crime transnational organisé, dont le sud de ce pays constitue une solide plateforme depuis la chute du colonel Muammar al-Gaddafi. Partageant plus de 800 km de frontières avec la partie septentrionale du Mali, il est confronté aux agissements des organisations criminelles et terroristes qui écument cette zone. Mais son plus grand défi réside, depuis son indépendance, dans les faiblesses de son système éducatif. Si je considère le défi de l'éducation comme notre plus grand défi, c'est parce que je sais que le faible taux de scolarité et le taux élevé des échecs scolaires ont pour effet de priver des contingents nombreux d'enfants et de jeunes de réelles chances d'éducation. Cette situation qui explique les mariages précoces des jeunes filles, 77% sont mariées avant 18 ans, 28% avant 15 ans, explique aussi la forte prévalence de la polygamie ainsi que la faible prévalence de l'utilisation de contraceptifs. Avec un taux de fécondité synthétique de 7 enfants par femme, nous battons le record mondial en la matière. Avec un taux de croissance démographique de 3,9%, nous sommes le pays où la population croît le plus vite au monde. Nous sommes du coup dans un cercle vicieux. Plus nous faisons d'enfants, moins nous sommes capables de les éduquer, moins nous les éduquons, plus ils feront des enfants à leur tour, facteurs dans notre contexte socio-économique de retard de développement et de croissance. Mais bien que vaste et désertique et enclavé, notre pays n'est pas pour autant totalement dépourvu d'atouts, bien au contraire. L'étendue relative de son territoire signifie une certaine diversité géologique et un réel potentiel de richesses minérales et énergétiques. Même aride, notre pays regorge en son sous-sol d'un grand potentiel hydrique. Le charbon, l'uranium, le pétrole, le gaz, le soleil de notre pays sont de précieuses sources d'énergie à même de nous permettre notamment de mettre en valeur notre potentiel agricole. Si la croissance échevelée de notre démographie constitue quant à elle un grand défi pour nos ressources budgétaires actuellement, elle comporte néanmoins l'avantage sur le plan économique de rendre disponible une population très jeune et en bonne santé. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, ma conviction intime est que notre pays a devant lui un bel avenir, pourvu que nous soyons en mesure d'apporter les bonnes réponses à ces défis. Pour cela, nous avons prioritairement besoin de faire deux choses.
promouvoir la bonne gouvernance et repenser radicalement notre système éducatif dans l'optique de faire de nos actifs démographiques des dividendes économiques. Le programme électoral que j'ai soumis au peuple nigérien, sur la base duquel j'ai été élu le 21 février 2021, s'inscrit dans la continuité du travail remarquable accompli par le président Issoufou Mahamadou. Il en consolidera les acquis en les approfondissant et il apportera les améliorations partout où cela sera nécessaire. L'un des plus grands acquis de notre pays réside dans le raffermissement progressif de son expérience démocratique. La présente cérémonie représente à cet effet le meilleur symbole de cette évolution. La qualité de l'organisation des récents scrutins, leur sincérité et leur transparence se sont traduites cette année encore par un scrutin à deux tours en ce qui concerne l'élection du président de la République. Le fondement de la démocratie étant la légitimité populaire de la dévolution du pouvoir, la garantie de l'intégrité du vote est la condition de base d'un jeu démocratique authentique, assurant la paix et la stabilité des institutions. Cependant, nous devons avoir conscience que l'organisation de bonnes élections est une condition nécessaire, mais nullement suffisante pour la paix et la stabilité d'un pays. Elle a toujours besoin d'être confortée par une gouvernance susceptible de mettre en valeur toutes les promesses de l'idéal démocratique. Le défi de la gouvernance est d'autant plus grand que chez nous prévaut une mentalité pas toujours en harmonie avec les valeurs de l'état de droit et ses exigences relatives à la primauté de la loi ainsi qu'à l'égalité de tous les citoyens. Sans verser dans une certaine anthropologie philosophique, mon propos consiste à relever que dans notre société, nous avons tendance, pour diverses raisons, à nous accommoder même des comportements qui s'écartent des normes définies par nos lois et règlements. Or, il est temps que nous nous ressaisissions et que nous fassions preuve de rigueur, tout simplement. C'est pourquoi je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base entre griffes, sa famille et sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. Pour cela, j'exigerai de tous les responsables aux différents échelons de l'administration que les cadres soient promis sur la base de leurs compétences techniques et de leur moralité. Le deuxième grand problème de notre gouvernance réside dans la prévalence de pratiques de concussion et de corruption au sein de l'administration. La corruption prend diverses formes: pots de vin vulgaire, surfacturation, dépenses inopportunes, commandes fictives, commandes partiellement livrées, etc. De telles pratiques ont cours malgré tous les dispositifs administratifs et juridiques mis en place pour les prévenir et les punir. C'est pourquoi la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l'exemple en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité. Ainsi, je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays. Elle constitue par ailleurs une grave source de discrédit pour un régime et comme tel, elle est un grand facteur d'insécurité. La viabilité et la pérennité du régime démocratique sont tributaires de notre capacité à instaurer une gouvernance éthique conforme au pacte de confiance qui nous lie au peuple. Je me suis battu depuis mon jeune âge pour la promotion de la démocratie
parce que j'en ai toujours espéré deux choses, la liberté et la justice. S'agissant de la liberté, je n'ai pas l'impression d'être particulièrement audacieux si je disais que je veillerai à ce qu'elle prévale pleinement, dans la limite bien sûr des contraintes légales prévues à cet effet. En tout cas, je m'engage résolument à mettre fin à certains malentendus qui ont pu avoir cours entre nous et certains acteurs de la société civile ces dernières années. Le combat pour la justice sociale, quant à lui, il sera un combat beaucoup plus rude au regard des enjeux qui le sous-tendent, mais je le mènerai avec détermination, car cela que c'est nous, mon engagement moral et politique avec le peuple, qui m'a fait l'honneur et le privilège de me confier sa destinée pour les 5 années à venir. Mon engagement politique datant de mes années de jeunesse du lycée, mon rapport à la politique en a été définitivement marqué. En effet, je n'ai jamais perçu mon engagement autrement qu'en vue de l'accomplissement d'un certain sacerdoce. Aujourd'hui que je suis à la tête d'un État réel, où il est question d'hommes et de femmes réels, en proie aux difficultés concrètes de la vie, mon devoir est d'agir de telle sorte que mes actes prennent en compte les intérêts du plus grand nombre. C'est précisément ici que je situe le sens du combat que j'ai mené jusqu'à présent. Je serai moi-même, si au bout des 5 prochaines années, j'aurai agi de façon à sensiblement améliorer, entre autres, la sécurité, la qualité de l'éducation, l'accès aux soins, à une meilleure alimentation, à l'eau potable, à un meilleur habitat, au courant électrique et à de meilleures routes au profit de tous les Nigériens. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, pour que l'amélioration de la gouvernance revête tout son sens, elle a besoin d'être soutenue chez nous aujourd'hui par un grand projet de réforme de notre système éducatif qui est en proie à une crise très grave. Notre système éducatif souffre en effet de capacités d'accueil insuffisantes, de capacités d'acquisition dérisoires et de taux de scolarisation, d'achèvement et de réussite aux examens très faibles. 30%, c'était le taux de réussite pour le BEPC en 2019, 25% seulement cette année-là pour le bac. C'est très peu. Nous n'avons pas créé une école pour que nos enfants échouent aux examens certificatifs. Pour mettre fin à cette situation, je ferai de l'éducation un domaine dont je m'occuperai prioritairement autant que je m'occuperai de la sécurité. Un certain nombre de mesures seront prises à cet effet. Il s'agira pour nous de réactualiser la carte scolaire, de professionnaliser le corps enseignant, il est en effet impérieux, de disposer d'enseignants professionnels maîtrisant les contenus à enseigner et les techniques d'enseignement et d'apprentissage. Nous allons améliorer les résultats scolaires, nous allons surtout nous occuper de la scolarisation de la jeune fille. L'indice de parité entre les filles et les garçons secondaires est très largement défavorable aux filles que les parents sortent de l'école au cours des premières années du collège, surtout quand, comme c'est souvent le cas, les établissements sont hors des villages des parents. Pour remédier à cette déperdition, qui par ailleurs favorise le mariage des enfants, je vais créer des internats pour les jeunes filles dans les collèges de proximité. Je compte lancer les travaux de construction de ces internats dans certains collèges aussitôt que j'aurai pris fonction, de façon à les rendre opérationnels dès la rentrée prochaine. Nous allons procéder à une rigoureuse réforme curriculaire de façon à mettre notre école en adéquation avec son environnement culturel. Et je mettrai en place une équipe d'architectes innovants pour la conception d'un modèle alternatif de construction de classes moins chères et plus adaptées à notre environnement, et ce, en vue de mettre totalement fin
aux classes paillotes. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, je m'engage pour les 5 années à venir à stabiliser le cadre macroéconomique d'une part et d'autre part à transformer le tissu économique en vue de favoriser la réduction drastique de la pauvreté ainsi que la création de nombreux emplois pour les jeunes. Pour cela, l'assainissement des finances publiques sera accéléré dans l'optique de l'amélioration du cadre de mobilisation des recettes internes ainsi que de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Mon objectif est de porter le taux de croissance annuel moyen à 8%, de porter le taux de pression fiscale à 20%, de réduire le taux de pauvreté de 43% à 25% en 2025, de maintenir le taux d'inflation en dessous de 3% et d'améliorer substantiellement la part des secteurs secondaires et tertiaires dans l'économie de façon à les porter respectivement à 45 et 35% du PIB en 2025. Je poursuivrai les mêmes efforts que le président Issoufou Mahamadou dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures routières, énergétiques, industrielles, touristiques et de télécommunications. Je veillerai à l'amélioration de l'environnement des affaires et la compétitivité de l'économie nationale, à la protection des investissements directs étrangers et à la promotion du secteur privé, notamment le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, ces grandes ambitions ne sauraient se réaliser aussi longtemps que notre pays sera confronté à l'insécurité générée par l'existence de groupes terroristes dont la barbarie vient de dépasser toutes les bornes à l'occasion des tueries qu'ils ont menées cette année dans les départements de Walam, Bani Bangou et Tilia. Pendant longtemps, les criminels embrigadés dans l'État islamique dans le Grand Sahara et UGS, affiliés à Daesh, ne s'attaquaient quasi exclusivement qu'aux forces de défense et de sécurité. Mais depuis un certain temps, ils ont commencé à s'en prendre aux chefs de village, puis progressivement aux civils de façon indiscriminée. Depuis janvier dernier, ils se livrent à des massacres de civils innocents à grande échelle, commettant à l'occasion des vrais crimes de guerre. Le terrorisme est un vrai malheur pour notre pays. Cela d'autant plus que ses bases sont hors de notre territoire et ceux qui en sont les chefs relèvent d'autres pays. Jamais. Aucun chef terroriste n'a fait cas de grief contre notre État, encore moins formuler la moindre revendication en sa direction. Dans la région de Difa, Boko Haram a déstabilisé l'économie depuis janvier 2015. En attestent les 3 chiffres suivants. 130 000 réfugiés nigérians, 105 000 déplacés internes et 30 000 Nigériens retournés du Nigeria. Tous ont cessé toute activité économique et vivent de l'assistance humanitaire. Ça fait plus du tiers de la population de la région de Difa. Mon ambition est d'engager immédiatement des discussions avec les autorités du Nigeria, celles de l'État de Borno en particulier, dont je salue la présence du gouverneur, le professeur Deloum, pour particulièrement créer les conditions du retour dans les meilleurs délais de tous les réfugiés dans leur pays. Mon ambition est de permettre le retour tout aussi rapide des déplacés dans leurs villages respectifs en leur assurant la sécurité à laquelle ils ont droit. Cela est une nécessité impérieuse, car les enfants déscolarisés et désœuvrés vivant dans les camps de réfugiés et de déplacés constituent, à mesure qu'ils grandissent, une véritable pépinière pour le banditisme et le terrorisme. Tels quels, ces camps sont des fabriques potentielles de terroristes. Voilà pourquoi il est urgent d'y mettre fin. S'agissant de l'IGS, ce groupe criminel, dirigé par des ressortissants des pays du Maghreb, il a ses principales bases en territoire malien dans les régions de Menaka et Gao. Le combat contre lui sera très difficile aussi longtemps que l'État malien n'aura pas exercé la plénitude de sa souveraineté sur ces régions.
La situation actuelle du Mali a un impact direct sur la sécurité intérieure de notre pays. C'est pourquoi notre agenda diplomatique sera centré sur le Mali dans le cadre d'une coordination étroite avec les pays du G5 Sahel, l'Algérie, la France, les États-Unis d'Amérique et les autres membres permanents du Conseil de sécurité notamment. Nous devons aider nos frères maliens à s'entendre, à mettre en œuvre l'accord d'Alger, à dépasser l'accord d'Alger, à reconstituer pleinement leur État en vue de lutter efficacement contre le terrorisme. À Difa, comme à Tillabéri et à Tawa, j'engagerai les actions qu'il faut pour mettre rapidement fin aux souffrances des populations dont la vie est empoisonnée par les rapts, les paiements de rançon, les paiements de l'impôt aux groupes terroristes, les extorsions, les enlèvements d'animaux et les crimes systématiques. Nos forces de défense et de sécurité jouiront de mon plein soutien, comme cela avait été le cas avec le président Issoufou Mahamadou, pour disposer de tous les moyens dont elles ont besoin pour le combat courageux qu'elles mènent contre le terrorisme. Tirant les leçons de ce combat que nous menons depuis bientôt 10 ans, je mettrai un accent particulier sur la rationalisation de notre action qui doit résulter d'une distinction intelligente entre les missions de l'armée et celles des forces de sécurité intérieure. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, nous venons de clôturer un cycle électoral très chargé. Nos élections ont été bien organisées. C'est pourquoi je félicite la CENI. Ces élections ont fait l'objet d'une importante supervision internationale qui a unanimement certifié leur bonne qualité. C'est là un gage important de la légitimité des institutions qui en ont été générées, ainsi que de leur stabilité pour le futur. Malheureusement, la proclamation par la CENI le 23 mars des résultats du second tour de l'élection présidentielle a donné lieu à de graves tensions et perturbations dans la ville de Niamey qui ont provoqué la mort de 2 personnes et d'importants dégâts économiques. Cette tension, survenue 2 jours après le vote, n'a rien de spontané et revêt tous les traits de quelque chose de bien artificiel. En effet, l'élection du second tour a eu lieu dans la foulée de 4 scrutins organisés en décembre 2020, aux élections municipales et régionales du 13 décembre 2020, ainsi qu'aux élections législatives du 27 décembre et celle du premier tour de l'élection présidentielle tenue le même jour. La coalition des partis politiques qui a soutenu ma candidature au second tour a toujours recueilli plus de 70% des suffrages exprimés. Aucun de ces 4 scrutins n'avait fait l'objet d'une quelconque contestation. Comment de leur comprendre que seul le vote du second tour, où je n'ai recueilli que 55,66%, serait fraudulé et devait faire l'objet de contestations violentes? En effet, le caractère artificiel de ces tensions réside notamment dans le fait qu'elles n'ont eu lieu qu'à Niamey. Il réside aussi dans le profil sociologique des manifestants qui sont pour la plupart des jeunes et des adolescents, voire qui sont plutôt des adolescents, voire des enfants intéressés davantage par l'opportunité de pillage que par autre chose. Le caractère artificiel du mouvement réside enfin dans son essoufflement hâtif. Si nos élections ont été bien organisées, la campagne électorale, en revanche, a quant à elle été entachée par l'usage d'arguments inédits dans notre pays, consistant pour certains à stigmatiser l'origine et le teint de la peau de certains de leurs adversaires. De tels arguments sont fort regrettables, car personne n'est responsable de son origine. Les hommes sont responsables seulement de ce qu'ils font. En attaquant un adversaire sur son appartenance ethnique, on forge des essences fictives et on érige des barrières entre elles. On crée des divisions disruptives alors que le projet républicain
est précisément de faire émerger des citoyens égaux en droit et en devoir. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, la tentative de coup d'État d'avant-hier, soit 2 jours avant ma prise de fonction, est très révélatrice de l'état d'esprit de certains de nos compatriotes, consistant à faire litière de la légitimité des institutions démocratiques et prêt à compromettre irrémédiablement l'avenir de notre pays pour des raisons purement subjectives. Je condamne avec la dernière énergie cette action irresponsable. La justice sera chargée de l'élucider en toute objectivité et de soumettre à la sanction appropriée tous ceux qui y sont impliqués à un titre ou à un autre. J'ose espérer que tout cela va marquer la fin des tentations putschistes et insurrectionnelles qui animent certains de nos compatriotes et que nous puissions désormais regarder l'avenir avec la même foi quant à la prééminence des règles de démocratie dans le mode de dévolution du pouvoir. En ce qui me concerne, jouissant du privilège de représenter tous les Nigériens par l'unique volonté souveraine de notre peuple, mon devoir est de traiter les Nigériens en toute égalité. Je serai le président élu pour tous les Nigériens. Je m'engage à agir de façon à les rassurer tous et à conforter l'unité de notre pays et la fraternité qui doit présider aux relations entre nous. Notre unité et notre solidarité seront toujours la meilleure garantie de notre immunité vis-à-vis de nos 2 grands ennemis que sont le terrorisme et la pauvreté. J'ai déjà, à 2 reprises, loué la sagesse de mon adversaire du second tour, le président Mahaman Ousmane. Je suis disposé à entretenir avec lui, ainsi qu'avec les autres leaders des partis politiques de l'opposition, le dialogue constructif qu'il faut pour favoriser un climat politique apaisé, propice aux intérêts de notre pays. Le Niger attend de nous que nous nous mettions tous au travail, chacun à son niveau, dans la cohésion, l'harmonie et la conviction que notre avenir dépend de nos engagements patriotes et de notre souci du bien commun. Avec vous, mes chers compatriotes, et pour vous, je serai un président de la République au service de la paix, du progrès et du bonheur du peuple nigérien. Ce que je veux pour le Niger, c'est cela que je veux pour notre continent, l'Afrique, à laquelle je consacrerai l'énergie nécessaire pour son émergence. Vive la République, vive le Niger. Je vous remercie. Merci Excellence. La cérémonie est loin d'être terminée, mais avant de poursuivre, nous prions à présent le commandant de troupes à procéder au retrait du drapeau et de la troupe d'honneur.
Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent, Son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Mohamed Bazoum va recevoir les félicitations de la Cour constitutionnelle.